Merci, les Monsieur gens le qui ministre. vivent dans Alors, l'itinérance de la on même façon. poursuit les Je échanges dirais oui. avec la députée de Bourassa-Sauvé. Présidente. Monsieur le ministre, tantôt, je vous demandais pour votre adjoint parlementaire si vous trouviez ça acceptable de ne pas en avoir un. Vous avez dit que vous ne trouvez pas ça inacceptable. Donc, pour vous, vous trouvez que le dossier de la jeunesse n'est pas assez important pour que vous ayez un adjoint parlementaire? C'est pas ce que j'ai dit. Là, je comprends que vous aimeriez peut-être que je dise ça, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je trouve pas que c'est inacceptable, d'autant plus que souvent, les groupes, c'est moi qui souhaite rencontrer parce que je suis le ministre, puis je comprends. Il y a quand même 86 députés dans la maquette gouvernementale, donc... Ouais. Selon vous, c'est impossible qu'on puisse trouver quelqu'un pour seconder dans votre travail? C'est pas ce que j'ai dit. Je pense que c'est possible de trouver quelqu'un, tout à fait. Parce que votre question elle était précise, puis j'ai répondu, je ne pense pas que c'est inacceptable qu'il n'y en ait pas actuellement. C'est tout ce que j'ai dit. OK. Bien, je vous dirais qu'il y a certains groupes qui sont un peu déçus de ne pas avoir... Puis je comprends, tout le monde veut vous voir, effectivement, et il se doit. Mais, Première fois depuis longtemps qu'il y a un ministre qui est responsable du secrétariat à la jeunesse. Je répondrai qu'habituellement, c'est le premier ministre qui est responsable. Hein? Gros agenda, je pense que vous le savez. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle qu'un ministre ait cette responsabilité-là. Ah, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Moi aussi, de nouveau, du côté de la rémunération des stages. Donc, l'année passée, je vous avais questionné là-dessus. Vous nous aviez dit, donc comme vous venez de le faire, que vous êtes évidemment donc en faveur, donc que vous appuyez des étudiants qui méritent d'être payés. C'est ce que votre collègue, la ministre de l'Enseignement supérieur, disait. Tantôt, vous dites, ben non, ils ne sont pas approuvés, mais Bourse Perspective, vous avez vu, il y a une lettre ouverte qui est sortie récemment où ce que bien des parlementaires, des jeunes, des gens qui sont dans le milieu nous disent, bien, justement, donc la fin des Bourses Perspectives appauvrit les jeunes. Il faudrait mettre ça dans la rémunération des stages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution-là? Bien, encore une fois, parce que j'ai répondu à une autre collègue là-dessus tantôt, je pense qu'il ne faut pas non plus mélanger les choses. C'est-à-dire, il y a plusieurs outils dans notre coffre à outils qui nous permettent de faire des choses différentes. Les bourses perspectives avaient un but bien précis. C'était d'aiguiller, donc d'attirer des étudiants dans des domaines d'emploi où on a un besoin criant. J'étais ministre de la Famille quand ça a été mis en place. Donc, par exemple, en éducation à l'enfance. Maintenant, il faut aussi voir, est-ce que ces bourses-là fonctionnent? Est-ce que c'est Ma probable? question, c'est pas de dire qu'il faudrait rétablir le programme par des bourses perspectives. Ma question, c'est de savoir si c'est de l'argent qui allait directement dans les poches des jeunes. Est-ce que c'est possible que ces sommes-là soient réallouées, encore une fois, pour le bénéfice des jeunes? On a parlé de la thématique du coût de la vie. Plusieurs nous disent, en fait, il y a une unanimité dans le milieu. Donc, la lettre ouverte, c'est de dire, nous sommes tous en accord avec la solution qui s'impose, c'est la rémunération des stages, de transférer ces sommes-là vers la rémunération des stages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution-là? Vous disiez tantôt que c'est le terrain que vous écoutiez, que vous n'êtes pas avec vos propres priorités. En voilà une solution qui arrive directement du terrain. Oui, bien essayé, là, mais ce que je vous dirais, c'est, sur le principe, on est en accord. D'ailleurs, nous, on a affirmé notre intention de le faire, puis c'était pas arrivé dans le passé. Donc, vous faites partie, par exemple, d'un groupe, d'une formation politique qui ne l'a pas fait. Nous, de notre côté, on a décidé de le faire. Je pense que c'était une bonne chose. Maintenant, il y a un contexte financier qui ne nous permet pas d'aller de l'avant pour le moment. Ma collègue l'a dit. Donc, c'est elle qui est responsable des mesures qui touchent les étudiants. Je lui fais totalement confiance pour qu'elle prenne les meilleures décisions. Monsieur le ministre, vous êtes en poste depuis 2022. Est-ce que vous trouvez que depuis 2022, la jeunesse se porte mieux au Québec? Bien, je dirais que la jeunesse a fait face à beaucoup de défis, évidemment, qui ne sont pas entre les mains du gouvernement exclusivement, c'est-à-dire nos jeunes nos jeunes évoluent dans un univers qui change très rapidement, qui va beaucoup plus vite qu'avant, dans un contexte qui est difficile aussi, où il y a beaucoup d'anxiété. On en parlait aussi tantôt. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de défis, nos jeunes. Les budgets, on a vu, là, donc vous avez vu les réactions, tout comme moi, de différents groupes qui sont des partenaires du SAGE, qui disent nous, on n'a pas l'impression que la jeunesse était à l'avant-plan. Dans ce budget-là, il y a même eu un article du Devoir donc, qui le mentionnait, là, une certaine iniquité générationnelle. Les groupes nous disent bien, les besoins des jeunes, manifestement, ils explosent. Que vous dites, bon, les défis sont différents. D'aucuns pourraient dire qu'en fait, que ces besoins-là, ils explosent, qu'ils s'en vont en augmentation. Et visiblement, les budgets alloués à ces défis-là, par exemple, en santé mentale, vous avez donné 3 priorités tantôt, éducation, santé mentale notamment, coût de la vie. Bien, les budgets ne vont pas de pair avec l'explosion de ces budgets-là, de ces besoins-là. Donc ça, par exemple, pour des organismes bien, qui sont auprès des jeunes, bien, ça implique une réduction des services, des coupures de postes. Est-ce que vous faites ce plaidoyer-là auprès de vos collègues pour dire, bien, nous, donc, on a nos organismes qui sont partenaires du SAGE, mais
Tantôt, là, vous répondiez, bien, la coupure, elle ne vient pas de nous, mais l'objectif, c'est pas de se lancer la balle. L'objectif pour vous, comme ministre de la Jeunesse, responsable de la jeunesse et non délégué à la jeunesse, bien, c'est de dire, bien, moi, je suis responsable du développement et de l'épanouissement de ces jeunes-là. Donc, assurez-vous que les budgets suivent dans vos budgets respectifs à vous, chers collègues. Est-ce que vous le faites, ce plaidoyer-là? Bien, c'est le travail qu'on fait au quotidien, puis le secrétariat jeunesse le fait à temps plein. De mon côté, comme ministre, la façon dont ça fonctionne, c'est que tous les dossiers qui passent au Conseil des ministres sont étudiés en comité ministériel avant. On a une tribune où on peut poser nos questions, où on peut intervenir. Évidemment, ça se fait entre collègues. Dans mon cas, au comité ministériel Service aux citoyens. Ensuite, la semaine suivante, c'est porté au Conseil des ministres. Donc oui, j'ai un rôle à jouer, puis ce rôle-là, je le joue. Maintenant... Dans les bourses perspectives, vous dites juste, moi, je suis d'accord, moi, je suis solidaire de la décision. Quand Air ouverte, il y a des défis de mise en œuvre qui nous sont rapportés, vous dites juste, bon, bien, ça, c'est pas dans ma cour. Donc, ça, c'est votre analyse, c'est pas la mienne. C'est votre analyse, mais je soumets que vous n'êtes pas dans la pièce quand ça se passe. Mais après, je pense que ce qui est important, c'est de prendre un pas de recul, puis on peut regarder chacune des décisions à la pièce, puis se désoler ou se réjouir de la décision qui est prise. Mais l'important, c'est de regarder le portrait global. Est-ce qu'on investit plus ou est-ce qu'on investit moins? Par exemple, pour sortir les gens de la pauvreté, on investit plus. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle, même si, évidemment, il n'y a rien de parfait. Conseil d'administration des sociétés d'État. Donc, oui. Évidemment, donc, nous, on fait toujours une demande de renseignements généraux et particuliers. Ce qu'on comprend, donc, dans certains organismes, il y a une certaine baisse. On le sait, là, depuis 2016, c'est obligatoire pour chaque conseil d'administration d'avoir un administrateur de 35 ans et moins. Donc, il y en a cette année, donc à peu près 1, 2, 3, 4, 5 qu'on dénombre qui n'ont pas de jeunes sur le conseil d'administration, qui sont assujettis à cette loi-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites qu'il y a une baisse, je ne sais pas si vous pouvez préciser. Du nombre total, donc le nombre d'organismes qui détenaient au moins un jeune sur leur conseil d'administration de société d'État, puis le nombre de cette année, au 31 mars 24 au 31 mars 25. Bien, moi, ce n'est pas les données que j'ai. Au total, 40 des 45 sociétés d'État, donc 89 ont au moins un membre de 35 ans au moins au moment de leur nomination. C'était 40 sur 46 l'année dernière. Donc, là, il n'y a pas de baisse. Là. OK. Bon, on a un chiffre différent, mais ça reste que, dans tous les cas, de toute façon, 40 sur 45, ça donne à peu près le chiffre que j'ai ici. C'est une obligation. Il y en a 5, puis ça dépend. Honnêtement, sur ce sujet-là, pour moi, c'est pas très litigieux. Puis je me sens pas sur la défensive parce que même si, par exemple, vous m'arriviez avec une baisse, 3 sociétés d'État, ça dépend du moment où vous avez pris la photo, là, parce qu'il y a un délai. C'est au 31 mars ou c'est au moment que vous nous transmettez? Oui, mais il y a un moment, effectivement. Mais il y a un moment, évidemment, entre le moment où la personne quitte et au moment où la nouvelle personne est nommée, où il y a une vacance. Mais habituellement, le poste, il est toujours comblé. C'est une obligation, c'est dans la loi. Okay. Gouvernance de logique, dans le budget, moi, j'ai été curieuse. J'ai vu que c'était mentionné qu'au cours des prochains mois, le gouvernement transformera la gouvernance de l'offre de services en matière de mobilité internationale des jeunes en intégrant les activités de logique au sein du MRIF. Est-ce que vous connaissez les raisons qui motivent cette réorganisation structurelle? Avez-vous été mis au courant? Est-ce que vous êtes partenaire là, de logique, le SAGE? Oui, bien sûr, j'ai été mis... en fait, on a plus qu'été mis au courant. Là. Évidemment, on a des discussions, mais donc c'est une opération qui est en cours là, que je peux peut-être pas commenter autant que vous voudriez parce que tout ça n'est pas abouti, les décisions n'ont pas toutes été prises, mais effectivement, il y a déjà un commencement qui est public, comme vous avez vu dans le budget. Le MRIF, en ce moment, c'est pas un ministère de prestation de services. Est-ce qu'il va être en mesure d'interagir avec le public? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quoi les mécanismes de transition qui vont être prévus pour s'assurer qu'il y ait de la prestation de services auprès du public? Bien, c'est en discussion actuellement, comme je disais, mais j'ai pas de doute. Là, quand on décide de faire quelque chose, on le fait. Évidemment, on s'arrange pour que ce soit bien fait. OK. Puis les conseils d'administration, on le sait, le Festival franco-québécois pour la jeunesse, c'est un organisme bigouvernemental qui est implanté en France au Québec, qui est là depuis 1968. Donc, est-ce que ce changement de gouvernance-là va affecter le conseil d'administration de l'OFQJ? Bien, je pense qu'on doit tous s'attendre à des grands changements. Là. Okay. Ça, c'est tout ce que je veux dire sur le dossier en général, mais je ne commenterai pas des éléments précis parce que, comme je vous l'ai mentionné, hormis ce qui est déjà publié dans le budget, il reste beaucoup de décisions à prendre sur tous les détails entourant tout ça.
Je reviens sur le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi. Il vient de faire une nouvelle démonstration de force pour mobiliser des milliers de jeunes grâce à la consultation Ma Voix compte. Comment vous, comme ministre de la Jeunesse, vous êtes à l'écoute de ces recommandations-là? Bien, on est toujours à l'écoute, c'est-à-dire, je vous parlais tantôt du renouvellement du plan d'action jeunesse. On a parcouru le Québec, on a entendu des milliers de jeunes ou d'organismes jeunesse, donc ça fait partie de notre travail d'être à l'écoute. Vous-même, vous le notiez tantôt, je dis, on a nos priorités comme ministre, comme député, mais il faut aussi écouter les priorités qui viennent du terrain. Donc, on est à l'écoute. Maintenant, est-ce qu'on est toujours d'accord? Évidemment, la réponse est non. Est-ce qu'on fait toujours tout ce que les organismes voudraient qu'on fasse? Non plus. Mais l'idée, c'est de faire le maximum, d'avoir des compromis, d'atteindre un équilibre pour qu'à la fin, les jeunes aient le meilleur service possible. Okay. Le 13 avril 2025, l'Observatoire des communautés noires du Québec, en collaboration avec la firme Léger, a publié le premier portrait des jeunes des communautés noires du Québec. Il est entre autres mentionné que pas moins de 66 des jeunes noirs disent avoir été victimes de traitements injustes dans leur interaction avec les services publics, que ce soit en santé, éducation ou en justice. En comparaison, ce taux chute à 19 dans le groupe contrôle. Est-ce que vous avez pris connaissance de cette étude? Je sais que le secrétaire de la Jeunesse est également un partenaire de l'Observatoire des communautés noires et du Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Bien honnêtement, non. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai pris connaissance, mais je trouve que c'est préoccupant comme données. Donc, vous m'en donnez un aperçu, mais je vais voir avec l'équipe ce qu'on a comme information là-dessus, parce qu'évidemment, en tout cas, c'est une évidence, là, il ne faut pas que ça arrive. Ministre, vous les rencontreriez comme groupe pour qu'ils puissent vous exposer les résultats de cette étude Léger? Bien sûr, avec plaisir. Parfait. Merci. Je continue donc, au niveau des partenaires du SAGE. Dans le page, le secrétaire de la Jeunesse ne possède pas de définition du terme partenaire. Donc, nous avons fait une demande d'accès à l'information là-dessus. Puis on voit que les partenaires, ce sont les organismes qui sont inscrits aux pages 21-24, qui ont une entente financière pluriannuelle avec le SAGE ou qui participent à la coordination d'une mesure inscrite aux pages. Il n'y a pas de document, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de directive qui précise les critères demandés pour être reconnu comme partenaire. On le voit bien quand on regarde la majorité des subventions et le montant des subventions accordées, sont supérieurs à 50 000 Ils semblent être accordés aux organismes qui sont dits partenaires. Donc, quels sont les critères, Monsieur le ministre, pour être considéré comme partenaire du secrétaire de la Jeunesse? Bien, il faut... ça dépend, si vous parlez de ce qui existe actuellement, de ce qui... Je comprends, là... Mais en fait, je ne comprends pas vraiment l'idée derrière la question. C'est-à-dire, nous, on travaille avec les gens, évidemment, qui sont financés par le secrétariat de la Jeunesse. Puis au-delà de la stricte définition, je ne sais pas si ça amène à une autre question après, mais en tout cas, nous, on est ouverts à travailler avec j'allais dire, tous les partenaires. Il y a certains flous ici, de définition. Donc, Ouais. là, on se demande, est-ce que c'est à votre discrétion de choisir qui est partenaire, qui n'est pas partenaire? Pourquoi il n'y a pas de guide ou de directive qui l'indique? Je dirais, à notre discrétion, c'est un peu... ça semblerait péjoratif si je disais ça, comme si on se gardait le droit d'exclure des gens, mais c'est pas du tout ça l'objectif. Même que Alors, je vous dirais, la la réflexion qu'on a, c'est d'être beaucoup plus inclusif, puis de justement pouvoir aller vers les groupes, par exemple, qui ne sont pas actuellement financés par le secrétariat à la jeunesse, mais dont on a besoin de l'expertise parce qu'ils travaillent au quotidien avec les jeunes sur le terrain. Donc, je dirais qu'on a un nous très inclusif quand on parle de jeunesse au secrétariat. C'est vraiment l'orientation que j'ai donnée à l'équipe. OK, d'accord. Je reviens aux services publics d'emploi qui sont inadaptés aux jeunes. Je vous avouerai que moi aussi, donc le chiffre de 30 millions, c'est celui que j'avais. Puis je vous l'ai dit, c'est un peu votre responsabilité de vous assurer que vous ne lanciez pas la balle à d'autres groupes. Vous, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait des jeunes qui soient exclus de services publics d'emploi, des jeunes qui, justement, ont des parcours différenciés, qui sont marginalisés, puis qui n'ont pas cette occasion-là de pouvoir se bénéficier de ces services? Bien, d'abord, je veux juste dire, je lance pas la balle à qui que ce soit. C'est-à-dire, tantôt, on m'a posé une question très précise. On m'a dit, le secrétariat à la jeunesse, là, j'ai pas le verbatim, mais a coupé. Je fais juste rétablir les choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu... Merci. Alors, merci beaucoup pour ces échanges.